Bonjour, je suis Sophie Peters, je suis psychanalyste, coach, conférencière. J'interviens en entreprise et je suis auteure d'un livre qui s'appelle « Du plaisir d'être soi ». J'ai lu Flammarion. Et si je suis aujourd'hui au salon littéraire de l'EPA, j'ai coécrit ou je participe au très bel ouvrage de Marc Wielinski qui s'appelle « Comment bien vivre la fin de ce monde ». Et c'est un petit peu le thème de notre rencontre aujourd'hui. Je dirais qu'il y a trois choses principalement. La première, c'est la prise de conscience de l'ampleur du fléau qu'est aujourd'hui les agressions sexuelles sur mineurs, je dirais l'inceste principalement, puisque ces agressions ont souvent lieu malheureusement au sein des familles. Enfin, c'est ce qu'on commence à découvrir petit à petit. C'est un pan entier qui se révèle à nous. C'est vrai que la psychanalyse avait pris le parti théorique pendant près d'un siècle d'y voir un fantasme, d'y voir un Oedipe. Et puis la société commence à révéler ses ombres, et sans doute pour le meilleur d'ailleurs. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne s'imaginait pas une telle ampleur, et on commence aussi en tant que thérapeute à entrevoir, à comprendre la déflagration et le massacre psychologique en fait, qu'ont pu créer ces agressions sur les individus et toutes sortes de symptômes. Alors on doit à certains psy aujourd'hui vraiment des études fouillées et vraiment très, très précises. On avance. La vague MeToo aussi est vraiment le signe qu'on avance dans ce domaine. Et moi, il me semble qu'on avance pour le meilleur justement parce que l'enjeu, c'est de prévenir, de guérir et d'être dans le respect le plus total de ces enfants. Voilà, donc il y a encore un grand chantier qui est là devant nous et qui s'ouvre, et je pense que c'est le principal. La deuxième chose qui me surprend, c'est, je dirais, c'est l'absence étonnante d'hommes d'État, même presque de par le monde, en fait, de figures d'hommes d'État. Ce qu'on observe, c'est que les médias, la communication ont pris le pas sur la politique, que tous les politiciens sont des communicants, mais ce ne sont pas des hommes ou des femmes d'État. Et donc, il y a une absence d'engagement de l'humain, de l'individu, dans le rôle, la prise en charge d'un peuple et l'envie de l'emmener. Voilà, il y a quelque chose qui ne s'engage pas à cet endroit-là. Et je trouve ça questionnant pour nous tous aussi, qui sommes aussi des électeurs et qui votons et qui allons voter en France pour ces personnes-là. Voilà, il y a comme un engagement de notre humanité pour le bien de tous, le common sense, on disait en Angleterre, le bien commun. Voilà, ça ne nous apparaît pas. Et du coup, ça m'amène à mon troisième point de surprise, qui est le fait que les partis écologistes ont près de 40 ans. Moi, je me souviens que ma maman, en fait, votait écolo présidentielle. C'est vraiment le tout début des partis écolos. Je parle des années 70. Donc, qu'est-ce que je dis? Près de 50 ans, en fait. Et aujourd'hui, on a le sentiment que quelque chose n'a pas pu aboutir. On ne sait pas si on doit attendre vraiment des violences extrêmes sur le plan de la planète, mais on est déjà dans des enjeux assez dramatiques. Et on a le sentiment que là encore, la conscience n'est pas là. Justement, comment mieux vivre ce monde-là n'est pas assez présent. Alors, je pense qu'il est présent psychiquement, il est présent dans l'inquiétude des individus, il est surtout présent dans l'inquiétude et moins dans le mouvement. Et ça, c'est assez surprenant. Et puis, j'ajouterais un quatrième point, mais alors, celui-là, je le trouve assez positif, c'est combien et comment la Covid nous a fait prendre conscience, nous a amené au fait que le vivre ensemble était essentiel, combien on a compris que le lien était important, qu'on avait envie voilà, de se voir, de prendre des nouvelles. On dirait que cette Covid nous a réhumanisés quelque part, nous qui étions vraiment voilà, chacun sur notre sillon à tracer. On a cette envie aujourd'hui de lien, j'ai envie de dire presque de gentillesse les uns avec les autres. Et ça va aussi vraiment dans le bon sens.
ce qui me vient en premier, c'est le respect de chacun, mais surtout des enfants. Confère effectivement le point que je soulevais sur les violences qui leur sont faites. Retrouver le sens des limites, finalement retrouver la loi du père, symbolique, faire intervenir cette loi du père qui manque, je trouve, dans notre société. On s'attire, je parle des hommes d'État, mais cette loi du père, elle est souvent pas là, et ce qui occure beaucoup de violence, tout en conviant la mère symbolique. Et là aussi, on voit bien avec le peu de conscience quelquefois qu'on a de la planète qu'elle n'est pas là non plus. Donc voilà, ça, je pense que ce serait signifier un me vivre, ce serait guérir pour ne plus avoir à détruire, hein, guider ceux qui se sont égarés dans leur mécanisme de défense. Et puis également revisiter nos façons de vivre et de nous comporter dans un réel travail d'introspection. Ce qu'on voit en cabinet finalement dans nos patients, et je pense que je le partage facilement, c'est le fait que les personnes arrivent très encombrées. Et peut-être que moi-même, chacun, nous sommes tous très encombrés, pas seulement matériellement de toutes ces années de consommation et des objets qu'on a accumulés chez soi. Et d'ailleurs, on voit, c'est amusant, on voit comment la décoration, comment on a envie d'aller vers du minimalisme. Donc, ce qui prouve bien qu'on a cette soif, cette quête de se désencombrer. Ça se voit d'abord à l'extérieur, peut-être. Et puis, ça va finir sans doute par arriver dans cette introspection à l'intérieur de nous-mêmes. Et se désencombrer, c'est atteindre notre point lumineux. C'est Jung qui parlait du lumineux. C'est le centre de l'être. C'est mieux vivre, ce serait atteindre voilà, cet endroit-là. Hein. Mais c'est aussi le trajet d'une vie. Et puis, entretenir un constant rapport à la nature, aux animaux, aux vivants, mais aux vivants avec un grand V, pour garder cette conscience de nous, de ce qui est vivant en nous, de ce qui en nous ne meurt jamais, et aussi de notre vivacité, notre énergie. Donc, et je pense que le meilleur moyen d'atteindre ce vivant, c'est de conserver sa capacité d'émerveillement. Quand on s'émerveille et quand on garde cette capacité, on est très vivant. Et puis, je dirais également peut-être moins de bruit, plus de silence. Alors, non seulement, bien sûr, il y a les villes, il y a le fait que quelquefois là où on vit, c'est bruyant, mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a aussi tout ce qu'on écoute, tous ces débats qui quelquefois ne permettent pas de parole. Ça fait trop de bruit et ça ne nous aide pas à nous rencontrer, à aller à l'intérieur de nous. Je crois qu'on a besoin de garder précieusement un espace à l'intérieur de nous pour justement ne pas avoir à souffrir de tout cet encombrement. Et puis, ça va avec ce point-là, le fait de laisser de l'espace, d'être moins dans le bruit, on va pouvoir s'intéresser à l'autre. Et ça, c'est très salvateur de s'intéresser à l'autre parce qu'on s'intéresse un peu moins à soi, à sa petite personne. Et comme l'autre est notre miroir, finalement, c'est très pratique, j'ai envie de dire, parce qu'on va se trouver aussi dans cet autre. Et donc, l'idée, c'est pas de s'intéresser aux autres donc pour ce qu'il a de semblable, mais ce qu'il a de différent, et donc de s'enrichir à son contact. Et donc, cette altérité, je pense que c'est une source de paix et de richesse. Donc, peut-être que pour résumer tous ces points, j'ai envie de dire peut-être qu'un éveil de conscience, de vivre dans une société où voilà, la défense du bien commun serait partagée par tous, et puis on aurait à cœur de se parler cœur à cœur, justement. Moi, je dirais que la première chose qui me vient, c'est le travail sur soi, le travail sur moi. Voilà, j'ai maintenant un paquet d'années, des tranches et des tranches d'analyse. Mais j'allais dire, c'était à refaire, bien sûr. C'était tellement riche et ça a permis, je peux mesurer aujourd'hui, à l'aune de mes comportements ou de mes pensées, la personne que j'étais. C'est pas moins bien, mal ou bien, on n'est pas là-dedans. C'est vraiment au service d'une évolution et d'une compréhension de la beauté du monde, de la beauté des êtres, j'ai envie de dire de l'amour avec un grand A, et de participer à ce mouvement-là, parce que bien sûr, je ne suis pas toute seule, et c'est le cas d'ailleurs de toutes ces personnes qui sont à l'EPA. Voilà, ça je trouve ça très fort, et ça, c'est ma contribution. Donc, de travailler aussi à me désencombrer, de travailler aussi à faire de la place à l'autre,
de travailler aussi à élever mon niveau de conscience petit à petit. Alors après, il y a des choses, j'allais dire, plus prosaïques, en tout cas beaucoup plus concrètes. J'ai commencé il y a quelques années, mais comme nous tous, à trier mes déchets. Parmi mes enfants, mon fils aîné, très, très écolo et très décroissant, a été aussi un aiguillon de ma croissance dans ce domaine. Donc, j'ai commencé à cuisiner autrement, à consommer autrement. J'achète plus dans les mêmes circuits. Voilà, dernièrement, c'est mes filles, voilà, on a décidé voilà, qu'on n'achèterait plus chez Zara, plus chez H&M. Voilà, quand on a vu voilà, les documentaires sur la fast fashion, voilà, à chaque fois qu'on peut, dans nos comportements de consommation, je trouve ça important de contribuer. Les déplacements, j'avais une voiture, j'en ai plus, j'avais un scooter, j'en ai plus, maintenant j'ai un vélo électrique, je concède, mais je circule voilà, à Paris en vélo et, et en fait, je prends plus l'avion, enfin, j'ai pas de goût à me dire je vais prendre l'avion pour aller très loin. Enfin, si je dois prendre un avion, absolument, j'en prendrai un, mais je trouve que la France est un pays merveilleux, que le train c'est top, la voiture aussi, bon, malgré que ça pollue, mais voilà, on peut imaginer des loisirs autrement. Voilà, c'est tous ces, j'allais dire, c'est des petites choses d'une certaine manière, mais vous savez, c'est l'idée de Pierre Rabhi du colibri, que chaque goutte, voilà, c'est cet oiseau qui va prendre et qui finalement permet de faire cette grande rivière. Et donc, il me semble que voilà, si chacun on essaye d'être droit, de se centrer, je travaille aussi, et ça, c'est, enfin, il y a quelques années, c'est aussi une autre conscience, celle du corps. Qu'on a un corps, moi j'étais très dans ma tête, très intello, et puis cette conscience du corps et cette discipline, ben voilà, ça s'aligne, ça se met dans l'axe. Et puis, enfin, ce que j'ai compris et ce à quoi je suis attachée, et ce que j'ai aussi envie de dire en conclusion, c'est que ce qui est beau, c'est que chaque être humain qui fait ce chemin-là ne le fait pas que pour soi. Je me rends compte qu'il le fait pour tous les autres. Je dis souvent d'ailleurs à mes patients, c'est vous venez ici, vous venez pas seulement ici pour vous, vous venez ici pour vos enfants, votre conjoint, votre famille. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait ce chemin vers la lumière, vers la réparation, eh ben, c'est écologique en fait. C'est une écologie de la relation, c'est une écologie de l'humanité, c'est une écologie de notre rapport. Et donc, à chaque fois qu'on s'engage sur ce joli chemin, voilà, c'est pas un truc juste perso, on est vraiment dans un travail vers le mieux vivre. Et c'est un beau travail. Et j'ai le mot travail vraiment volontairement parce que c'est beau le travail, parce que le travail, c'est de l'engagement, c'est quelque chose qu'on fait encore une fois avec le cœur. Hein. Dans Rodrigue, as-tu du cœur, dans le site de Corneille, c'est Rodrigue, as-tu du courage. Et courage, c'est du cœur à l'ouvrage. Ben, je crois que voilà, on est dans une société avec des individus qui ne manquent pas de courage. Et c'est peut-être ça, la petite graine d'espoir, c'est le courage d'y aller et de s'engager.